Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous ainsi que votre famille. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est une personne très ambitieuse, très sympathique. Et on va faire l'interview qui va nous parler de son parcours professionnel, familial, amical, pour s'inspirer. Comme le but, je vous ai dit que dans cette chaîne-là, on est là pour apprendre à se donner des leçons pour mieux évoluer dans sa vie de tous les jours. Alors, monsieur, je vous laisse déjà vous présenter. Ben, merci pour l'invitation. De rien. C'est un honneur pour moi d'être présent à cet échange-là. Merci à toi. Donc, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Al Vagabond. Voilà. C'est une chaîne un peu brouillon, c'est vrai. Je mets beaucoup de contenu, des vidéos relatives au mukbang, c'est-à-dire où je fais des dégustations à l'improviste un peu partout en Asie du Sud-Est. Des vidéos de développement personnel où je donne des conseils, où je partage des anecdotes de vie et compagnie, où je donne aussi des bons plans pour réserver des billets pour pas cher et compagnie. Et puis des vidéos immersives, City Walk par exemple, où je prends ma GoPro, je marche dans par exemple le temple d'Angkor, je l'ai fait en Thaïlande, je l'ai fait à Kanchanaburi, je l'ai fait à Chiang Mai, je l'ai fait dans plusieurs endroits. Ça vous permet de voyager à travers la vidéo, sans y être. C'est comme si vous y étiez. C'est une chaîne plus dédiée au voyage. Alors oui, c'est une chaîne, en tout cas l'algorithme ne m'aime pas beaucoup, donc ils ne me mettent pas en avant parce que je mélange plusieurs thématiques. C'est une chaîne brouillon, mais je pense que je vais la nettoyer et petit à petit, je vais faire en sorte de mettre du contenu spécialement axé sur le voyage et puis peut-être créer une autre chaîne où je parle que de développement personnel. Je pense que c'est vraiment une chose qu'on doit garder en tête. Il ne faut pas se disperser. L'algorithme met en avant un contenu plutôt homogène. Les contenus hétérogènes ne sont pas mis en avant. En tout cas, moi, ce que je vais faire aux auditeurs qui nous regardent, des gens qui sont intéressés pour aller voir sa chaîne, je laisse le lien en commentaire, comme ça vous verrez cette chaîne-là. Très bien. En attendant, on va passer aux choses sérieuses. Très bien. Peux-tu te représenter? D'accord. Quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, je commence à me présenter. Je m'appelle Yes, j'ai 32 ans. J'ai fait des études d'économie, de finance et de gestion d'entreprise. Donc, j'ai eu un bac plus 5. C'est peut-être la plus grosse erreur de ma vie. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans le domaine du contrôle de gestion, qui est un bullshit job par excellence, un job à la con, comme dirait David Graeber. Il a écrit un livre très intéressant à ce sujet-là, c'est un anthropologue américain, très inspirant aussi. Alors j'ai quitté mon job parce que je trouvais qu'il manquait de sens. C'est un job assez aliénant. Je me dis, après des années après des années d'études et compagnie, se retrouver à 60 cm d'un écran toute la journée, à gratter des fichiers Excel, je trouve pas ça gratifiant, ni même utile. Surtout aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle et de la robotisation, ces métiers-là peuvent être faits rapidement. On peut balancer des comptes de résultats, des bilans très complexes à ChatGPT par exemple, et il peut nous sortir instantanément une analyse approfondie, précise, alors que moi ce travail-là je le faisais en 3 semaines, 1 mois et compagnie. En plus de cela, avec une marge d'erreur, et en plus de cela, je coûte de l'argent à mon employeur. Je ne le fais pas gratuitement. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie de me réorienter. Là je vends des voitures d'occasion, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et puis je fais aussi de la création de contenu. Et je vais développer cette activité davantage dans les mois à venir, de telle sorte à déconnecter mes revenus de ma zone géographique. J'aimerais bien... Ça permet d'être libre, c'est-à-dire que tu gagnes une liberté. Absolument. Donc voilà, tu travailles pour toi-même. C'est ça. Tu gagnes ton temps aussi. Voilà. Donc c'est bien. Ton pouvoir de négociation face à la vie, en règle générale, il augmente. Voilà. Demain, par exemple, il y a un confinement.
bah, tu peux prendre l'avion et changer de... Demain il y a une guerre, bah, tu peux fuir la guerre. C'est des bonnes stratégies, ça, voilà. À la survie, on va dire. J'ai croisé des personnes en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, qui étaient ukrainiens, qui étaient russes. Ils ont fui la guerre, je les félicite, bien sûr. Ils ont pu le faire parce qu'ils avaient des business en ligne, ou bien ils faisaient du coaching, du consulting, etc. Ils étaient développeurs. J'ai même croisé des gens qui ne travaillaient pas dans le domaine de l'informatique, ils faisaient de la qualité, etc. Et honnêtement, ils pouvaient gagner, on va dire, entre 1000 et 3-4 000 euros par mois. 3-4 000 euros, c'est largement suffisant pour couvrir ses besoins. Il y a des créateurs de contenu qui gagnent 20, 40, 50 000 euros par mois. En plus, ça veut dire qu'ils vivent dans des pays où je veux dire, la monnaie, elle est moins que... Où le coût de la vie est bas, c'est ça. Ça veut dire qu'ils s'en sortent large. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc on améliore largement notre confort de vie. Alors que si on a un business traditionnel, ou si on a par exemple, ou si on est employé de bureau, ben on est bloqué, on ne peut rien faire, on est obligé de se soumettre au diktat. C'est ça. C'est un diktat, hein, parce que c'est ça, tu peux rien faire, tu es obligé de prendre ta voiture, tu passes 4 heures dans les embouteillages, 2 heures à l'aller, 2 heures au retour, surtout en région parisienne. Le stress et compagnie, tu manges n'importe quoi, un sandwich par exemple Sodebo, tout froid, à midi, avec des collègues que tu n'apprécies pas spécialement. Donc c'est un jeu de rôle qui a un impact négatif sur notre santé, qui bouleverse nos chakras. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Une question. Quel est un souvenir d'enfance qui t'a particulièrement marqué? Alors j'ai beaucoup de bons souvenirs qui m'ont marqué et des souvenirs négatifs. Ce que j'ai le plus apprécié, ce sont les sorties en nature, notamment en forêt, la cueillette d'olives par exemple. C'est des choses qui m'ont beaucoup parlé. Mais sinon, à l'école, j'ai gardé un très mauvais souvenir quand j'étais jeune. Ah, d'accord. J'étais en surpoids, les enfants se moquaient de moi, etc. Et ça a été difficile. En plus, j'ai changé plusieurs fois d'école. Donc, pour ce... quoi, par exemple bah, c'est comme ça, en fait. On va dire que voilà, mes parents, ils ont beaucoup déménagé. Et lui-même ou oui, à l'étranger. Hein, ça veut dire que tu as connu plusieurs langues. Oui, c'est ça. Tu parles combien de langues? Je parle 6 langues. 6 langues? Oui. Apprenez-en la 6 langues. Après 6, mais je ne les parle pas très bien. De toutes les manières. Et tu parles quelle langue? Je parle français, anglais, espagnol, italien, je parle arabe et je parle aussi berbère. Kabyle. D'accord. Bien sûr. Voilà, je les parle plus ou moins bien, je peux me faire comprendre. Après, franchement, après, il y a des langues où je me suis plus à l'aise. Par exemple, l'espagnol, j'ai du mal à échanger avec l'espagnol parce qu'il parle très très vite. Voilà. Ah oui, je comprends, etc. Bien sûr. Voilà. Magnifique. Après, ça a des avantages. J'aime bien les langues. Par contre, ça a aussi des inconvénients parce que quand on parle plusieurs langues, on change de personnalité. Les polyglottes sont souvent schizophrènes. C'est-à-dire, mais dû à quoi? Au niveau psychologique ou au niveau langage? Par exemple, moi, des fois, quand je suis en train d'apprendre l'italien, des fois, quand je parle en français, des fois, je m'embrouille. Par exemple. Ton état d'esprit change. Pourquoi je t'ai dit que les polyglottes, ils étaient schizophrènes? Vous avez beaucoup de chances d'être schizophrène, parce que quand on change de langue, on change de mentalité. On réfléchit à travers la langue, parce que le langage... du pays. Oui, oui, bien sûr. Parce que le langage précède la réflexion. Quand tu réfléchis en arabe, et quand tu réfléchis en français ou en anglais, c'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil. Parce que c'est peut-être dû à la culture, peut-être, non? Non, juste à la structure des phrases. Par exemple, on va dire en arabe, tu as le présent, le passé, le futur. En français, bah, tu as le futur antérieur. Le futur antérieur, c'est quoi? C'est le futur dans le passé. Donc, c'est contre-intuitif. Il y a par exemple, pour décrire quelque chose, la langue arabe, elle est très riche. Les adjectifs qualificatifs. C'est vrai. Voilà. Par contre, on va dire la langue anglaise, elle est beaucoup plus simple, mais plus précise aussi. Donc voilà, à voir. Mais ça a des avantages et des inconvénients. Le plus important aujourd'hui, je pense que c'est de parler l'anglais, d'avoir un bon niveau en anglais, parce qu'à l'international, c'est l'anglais qui est la langue la plus répandue.
Voilà, parler français c'est excellent, c'est une langue raffinée, l'arabe, bien sûr, toutes les langues elles sont belles, toutes les langues elles ont un charme et toutes les langues. C'est par rapport au voyage. Bien sûr, bien sûr. Elles s'ouvrent des portes. Ouais, par exemple, si on parle anglais, c'est bien. Ouais, même quand tu voyages dans un pays, genre ils demandent un traducteur, genre, ben, ça t'ouvre une porte. Tu peux travailler dans des choses. Et tu vas plus loin que l'anglais, parce que l'anglais, on va dire, c'est des échanges très sommaires, classiques. Hello, I want to, je sais pas, to book a room for tonight. Je veux une chambre pour ce soir. Alors que si tu lui parles, tu dis un Thaïlandais, tu dis Sawadee Krap, etc. Kapong Kap. Bon, tu vois, les petits mots, etc. Ça ouvre des portes. Toi, demain, si tu avais un Cambodgien qui te parle en dialecte algérien, c'est vrai. Tu serais content. Bien sûr. Et ben c'est pareil. Tout à fait. Voilà. Quelles étaient tes ambitions ou des rêves quand tu étais enfant? Est-ce que j'avais des rêves? J'avais pas de rêve particulier. Alors j'aime beaucoup les voitures. Je pense que j'aime beaucoup la liberté. À chaque fois que mes oncles ou mon père, etc., partaient quelque part, j'essaye de m'agripper à eux pour sortir de chez moi. Donc je pense que j'ai toujours été claustrophobe. J'aime pas les endroits clos, rigides, stricts, surveillés aussi. J'avais horreur de l'autorité, et j'ai toujours horreur, je pense, de l'autorité. Personne n'a dit ça. Non. On veut la liberté. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a des êtres humains qui sont sadomasochistes. Ils aiment faire du mal, et ils aiment qu'on leur fasse du mal. Carrément. Ils aiment souffrir, absolument. Même s'ils ne le réalisent pas, c'est la partie inconsciente de leur cerveau. Ça veut dire qu'ils sont conditionnés et matrixés avec ce programme. C'est possible. C'est possible. Alors, je ne sais pas quelles sont les causes réelles de ce type de décalage, mais une chose est sûre, c'est que il y a très peu de gens aujourd'hui qui ne veulent pas affirmer leur pouvoir. Voilà. Et généralement, ceux qui passent leur temps à dénigrer les autres, ils ont un manque de confiance en soi, qui est réel et palpable. Voilà. Donc moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette logique. C'est plus la liberté géographique et la simplicité. J'aime beaucoup les environnements simples. J'aime beaucoup, par exemple, mon logement parce qu'il est très simple. Il est très sobre. Je ne sais pas si tu t'intéresses un petit peu au Feng Shui, mais selon le Feng Shui, la disposition des meubles peut avoir un impact positif ou négatif sur la circulation de l'énergie, des énergies dans la maison, etc. Voilà. C'est stressant. C'est stressant. Avoir beaucoup d'objets, etc. Tu es déjà allé chez des amis ou chez des proches qui ont beaucoup d'affaires, honnêtement. Moi, je me sens des fois perdu. Voilà, brouillard mental. Il faut qu'on c'est quoi le Feng Shui. Le Feng Shui. Le Feng Shui. C'est quoi ça? Alors, pour les gens qui ne comprennent pas. Ils peuvent chercher sur Google ou sur ChatGPT. Ils auront une réponse, on va dire, plus précise. Je pense que c'est chinois, oui. Donc c'est une philosophie chinoise. Ouais, je ne sais pas très bien. C'est juste par rapport à la disposition. C'est lié à la disposition. Moi, je connais dans une branche de l'islam qui s'appelle le soufisme. Eux, pareil, ils sont comme ça. Oui. C'est-à-dire ils sont pas attachés à... Ils sont adeptes de l'ascétisme. Non, c'est différent. Là, c'est plus la disposition des objets. Par exemple, les soufis, on va dire, ils sont plus ascètes. Zuhd. Zuhd, c'est un peu comme le prophète. Il avait une vie très simple. Ouais, c'est ça. Très simple, il vivait simplement. Et honnêtement, comment dire, c'est un excellent moyen, voilà, de vivre sa vie de manière sereine. Parce que les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Ça, tu as des voitures, tu penses à elles. Tu as des maisons, des possessions matérielles, pareil. Tu ne peux pas ne rien avoir. C'est un non-sens total dans le système actuel. Mais trop avoir de possessions aura un impact négatif sur ton bien-être. Tout à fait. Et tu confirmes, n'est-ce pas? Voilà. Ok. À quel moment de ta vie as-tu senti un tournant important? Un tournant important, alors je n'ai jamais senti de tournant important dans ma vie parce que j'ai toujours... optimiste. Non, en fait j'ai toujours bousculé les choses.
J'aime pas la routine. Ok. Et j'ai tendance à la casser, la routine. Ça, c'est bien. Voilà. Mais le tournant le plus important, quand est-ce que je l'ai... c'est pas que je l'ai pris, mais je l'ai perçu. C'est-à-dire lors de... c'est lorsque j'ai fini mes études. Lorsque j'ai fini mes études, j'ai envoyé plus de 9000 CV pour décrocher mon premier emploi. 9000. 9000. Alors au début, j'étais confiant. Je pensais que j'allais trouver du travail en 2-3 mois maximum. Parce que dans la plupart des universités, en tout cas dans notre université, on disait que voilà, le taux d'intégration dans le marché de l'emploi, il est de 99,5% les 3 premiers mois. Et vous avez tel salaire. Alors que c'était du pur marketing, c'était juste pour nous attirer, c'était un attrape-nigo. Et donc je suis tombé de très haut. J'ai dû faire des jobs étudiants très dégradants. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mon argent, il faut que j'arrête de le gaspiller. Il faut que je le mette de côté. Parce que je peux connaître des périodes très difficiles. Et heureusement, bon, j'ai jamais été dépensier, mais j'ai appris à faire plus attention. Et ça aussi, c'est lié à ta branche d'études. Ah, absolument pas. Quand tu as fait de l'économie, ça veut dire que tu étais conscient. C'est ça? Non, absolument pas. Je vais dire pourquoi. Parce que ce qui en fait, ça c'est contre-intuitif. C'est le, comment dire, c'est le principe du cordonnier mal chaussé. Beaucoup de personnes qui font des études de finance sont complètement à la ramasse et ne savent même pas gérer leur propre argent. D'accord. Par expérience, ça c'est quasiment inné. Je pense qu'il y a des gens, ils sont naturellement prédisposés. Non, non, ça ne veut rien dire. C'est vrai. Des fois, moi, dans ma vie, je crois des gens qui n'ont même pas fait des études. Et c'est des excellents commerçants. Excellents commerçants, excellents managers, excellents gestionnaires. C'est ça, Ma grand-mère, elle est excellente en gestion. Pourtant, elle n'a jamais mis les pieds à l'école. Elle a une sagesse ancestrale qui est juste incroyable. Voilà. Et inversement, des gens qui ont des bacs plus 5, des bacs plus 7, qui ont perdu le bon sens. Il y a un phénomène aux États-Unis qui s'appelle le midwit. Le midwit, la répartition de la population, on va dire, si on la représente graphiquement, c'est quoi? C'est une cloche, la courbe de Gauss. D'accord. Tu as 80% de la population qui se trouve en dessous de la cloche. Et tu as 10% au niveau d'un extrême et 10% au niveau de l'autre extrême. Et généralement, les personnes les très intelligentes, les personnes les plus intelligentes, elles ont tendance à avoir les mêmes comportements et faire à peu près les mêmes choix que les 10% les plus stupides. C'est-à-dire ils suivent la vie, comment dire. En fait, la majorité des gens, ils ont à peu près, ils sont dans la moyenne. Ils font confiance, par exemple, quand on dit voilà, on va sortir un produit expérimental. Pour l'injecter, ils vont signer, ils vont dire oh, moi je fais confiance, etc. Ils sont naïfs. Voilà. Par exemple, lors des différentes manifestations contre le pass sanitaire en 2021, bon, moi j'y suis allé 1 ou 2 fois, juste pour le fun. J'ai croisé des gens, le contraste était fort. Les gens, on va dire, qui étaient très. Qu'il y avait des gens qui étaient surdiplômés, qui avaient des postes à haute responsabilité, ils faisaient partie des catégories socio-professionnelles supérieures. Et tu avais aussi des cotorep, mais des gens complètement perchés. Je pense qu'ils avaient même des troubles mentaux. Mais il n'y avait pas de juste milieu. Et ça, c'est vraiment frappant. Moi, ça m'a vraiment voilà, impressionné. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si je n'ai pas répondu, tu me le dis. Ah, franchement, là, si je fais... Jusqu'ici, tout va bien. Super. On apprend beaucoup de choses de toi. J'espère même les auditeurs qui nous regardent, ils apprécient ce moment-là. Mettez-nous un max de likes, il en a besoin. Et moi aussi j'en ai besoin, on en a besoin tous les deux. Merci pour le soutien. On va vous en faire d'autres, si vous restez sage. Y a-t-il un événement ou une rencontre qui a changé ta trajectoire dans ta vie? Pas spécialement. Pas spécialement. Pour le moment, non. Pour le moment, alors je rencontre des personnes très inspirantes durant mes voyages, dans des auberges de jeunesse, très important à signaler. Je vais jamais. Les voyages. Moi, j'aime bien. Je fais des rencontres. Voilà. Ça donne des idées aussi. Absolument. Mais surtout, aller dans des auberges de jeunesse. Pourquoi? Parce qu'on est naturellement prédisposé à aller vers les autres et voyager seul aussi. Parce que quand on va dans des hôtels, on est isolé. Ouais. Alors que, par exemple, dans les auberges de jeunesse, j'ai croisé des gens. J'ai croisé une fois un Iranien au Vietnam qui vivait avec 40 € par mois.
Ah ouais. Et ça détruit toutes nos croyances limitantes. Parce que moi, dans ma conscience, je me disais, on ne peut pas vivre avec moins de 500 euros par mois. Ah ben là, j'ai vu une personne qui vivait avec 40 euros par mois. 40 euros, voilà. Il vivait où? Il vivait dans des auberges de jeunesse. Ouais, mais le pays était où En fait, lui, il vivait au Vietnam. C'était au Vietnam, ça, 40 Ah oui, voilà, 40 euros par mois. Il dépensait 40 euros par mois. Après, il mangeait que des nouilles instantanées, compagnie. Ouais, c'est pas basique. Oui, ce n'est pas le mode de vie que je vous souhaite à tous. Hein. Ouais. Par contre, c'est possible. C'est intéressant et ça ouvre l'esprit. J'ai croisé une personne, un plombier qui est devenu multimillionnaire en crypto-monnaie. Ça, c'était à Phuket, il y a 3 ans. Et la personne, elle ne paye pas de mine. Il a acheté l'équivalent de 2000 euros de Bitcoin avant 2012. Après, il a vendu vers 2016-2017 et il a acheté de l'Avalanche, Avax. Et lui, on va dire, si je devais faire un portrait un peu caricatural, c'est un bourrin. Il fonce. Il ne sait pas comment fonctionne la blockchain, etc. Et c'est là que j'ai compris qu'un imbécile qui avance va plus loin que deux sages assis. C'est ça. Parce que lui, il a juste agi. J'ai des amis, au contraire. Hein. J'ai un ami, il connaît très bien le fonctionnement de la blockchain. Ah si, ça fonctionne comme ça, ce projet est intéressant, mais il n'a jamais investi. Il n'investit pas. En fait, dans l'action, il y a une réaction. C'est ça? En fait, l'action est plus efficace que la réflexion. La réflexion, voilà. Et il vaut mieux agir, se tromper rapidement et réessayer, que ne jamais agir, que tout, voilà, tout intellectualiser, réfléchir à tout, overthinking. Faut pas trop réfléchir. Voilà, overthinking, c'est pas bon. C'est une catastrophe. Surréfléchir, suranalyser, c'est l'ennemi numéro 1 de l'action. Voilà. Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire dans ta vie? Professionnellement parlant? Par exemple? Non. En fait, déjà, le travail d'introspection est un travail très compliqué, très délicat. On ne peut pas, du jour au lendemain, quand on a 15 ans, 16 ans, 20 ans, même 30 ans, on est encore des enfants, on est encore des gamins. Ouais. Surtout les hommes. Je pense. On est beaucoup plus... voilà, on est beaucoup plus perché, on est beaucoup plus... On mûrit plus longtemps que tu penses. En fait, on met plus de temps à mûrir que les femmes. Les femmes, elles ont les idées beaucoup plus... C'est instinctif. Hein. Tu prends par exemple un adolescent de 14 ans et une adolescente de 14 ans. Ben, l'adolescente de 14 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut faire, etc. Elle est beaucoup plus mûre, alors qu'un ado de 14 ans, c'est un gamin. Après, moi je pense que ça dépend déjà des époques. Par exemple, quand tu regardes les époques d'avant, c'est pas comme maintenant. C'est clair. Donc pour moi, ça veut rien dire ça aussi. En fait, je pense qu'il y a aussi des phénomènes de compensation. Ouais, tu vois, nous, la nature nous a dotés de la force physique. Ouais. Et pour équilibrer le rapport de force, on va dire que les femmes, elles sont naturellement plus rusées. Elles sont plus malignes que les hommes. Voilà. Et en fait, c'est pas que les hommes sont supérieurs aux femmes ou que les femmes sont supérieures aux hommes, on est différents. Et c'est cette différence-là qui permet la complémentarité. Ouais, on est dans une optique yin et yang. Voilà. Ok. Donc, mesdames, c'était pas une critique, c'était un bonus. Voilà, c'est plus ouais. As-tu traversé des périodes de doute ou d'échec? Si c'est oui, comment tu les as surmontées? Surmontées. Alors, oui, la période où je cherchais du travail, bon, j'ai envoyé 9000 CV, etc. Je devais faire un arbitrage entre la qualité et la quantité des candidatures. Beaucoup de gens, ils s'attardent sur la qualité, mais moi je pense que c'est la quantité qui fonctionne le mieux. Voilà, faire du volume. J'envoyais 100 CV par jour. Tous les jours, boum, 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 100, j'exagère, mais jusqu'à 100. Voilà, parfois j'en envoyais 40, 50. T'es motivé. Voilà, et je m'en foutais un petit peu de la qualité, j'ai essayé de standardiser un petit peu tout. Et quand on agit, ça c'est la loi des grands nombres, c'est une loi de base en statistique.
C'est plus on fait par exemple quelque chose, plus la probabilité d'avoir un résultat augmente et inversement. C'est valable dans tout. Plus on envoie de CV, plus la probabilité de trouver un job augmente. Indépendamment de la qualité de la candidature. Plus on fait de propositions, par exemple pour les appartes, des propositions vraiment agressives pour baisser le prix au maximum, plus la probabilité de trouver de dénicher la bonne affaire, elle augmente. La bonne affaire, c'est toi qui la crée. Et ça, c'est une chose que j'ai compris avec beaucoup de retard. Mais maintenant, c'est intégré. Voilà. Bien. Et quelle décision, si tu as eu, était la plus difficile à prendre La décision la plus difficile à prendre. Pour le moment, alors, la plus difficile, je vais dire, c'est d'avoir quitté mon boulot. J'avais un job, j'étais contrôleur de gestion, en CDI. C'était difficile parce que, déjà de quitter, de se lancer comme ça dans l'inconnu, ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce job. Ça se passait très bien avec mes collègues. Mon boss il était vraiment très sympa. Je prouve de la gratitude, franchement c'était au top. Donc ça a été difficile, mais je regrette pas parce que je perçois pas la vie comme un examen, comme un QCM, mais plus comme un jeu. Voilà, il n'y a pas de bonne réponse. En fait, non, mais je veux dire, comme tout à l'heure on disait, mieux vaut essayer que ne jamais essayer. C'est clair. Quand tu as essayé maintenant, c'est-à-dire tu as su ce que c'était après, tu as fait beaucoup de rencontres, comme tu disais. Tu as aperçu. De toutes les manières, que tu essayes ou pas, tu vas mourir. C'est ça, tout à fait. Et tu ne vas rien emporter avec toi. Ouais. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, travailler ou pas travailler, c'est pareil. C'est pareil. Parfois, il faut se reconnecter à notre animalité. C'est ça, son instinct. Moi, les meilleurs moments de la journée, ce n'est pas quand je travaille. Ce n'est pas quand je fais un exposé ou quand je tourne une vidéo avec toi, c'est quand je mange, je déguste. Ouais, j'essaie de me concentrer. Les choses essentielles. Essentielles. Ouais, je prends le sandwich, je l'analyse. Tu vois, c'est pour ça que je fais des mukbangs et j'essaie de connecter, de faire en sorte que mes papilles gustatives, elles arrivent à détecter toutes les saveurs à l'intérieur. Pourquoi ? C'est comme ça que je me sens vivant. Mais si je réfléchis à tout, voilà. Si je suis dans le futur, si je réfléchis à ce visa-là, si je réfléchis à ça, si je réfléchis à ce business, à mes investissements, voilà. Tu ne vis pas le moment. Voilà. Et les gens, soit ils vivent dans le passé, soit ils vivent dans le futur, mais jamais dans le présent. Et on est comme ça. Voilà. Donc faites ce que bon vous semble. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire on n'a pas de lâche prise, on ne vit pas dans le monde du monde. Ok. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers ton parcours? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? J'ai appris que avant je me sentais différent. Maintenant je sens que par rapport aux autres, je réfléchissais différemment, etc. Tu te sentais inférieur Non, juste différent. Okay. Très différent. Ça ne concerne pas de dire physique ou tout, le mental surtout, le mental. Maintenant, plus le temps passe, plus je réalise qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. La plupart de nos peurs, la plupart de nos aspirations, quelle que soit notre religion, quelle que soit la zone géographique, quelle que soit la zone géographique dans laquelle on vit, quel que soit cela, il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous divisent, même si on va dire on peut se présenter de différentes manières. On est vulnérable, on est plutôt lâche, mais c'est une bonne chose peut-être, c'est pour la survie de l'espèce. Voilà. Lâche, c'est-à-dire vis-à-vis de quoi? Lâche, on va dire vis-à-vis de nous-mêmes, de nos principes, etc. Il y a personne qui... Se lancer, c'est ça? Non, c'est plus par rapport aux idéaux. Ah, ouais. Voilà. Je trouve qu'il y a un fossé important, une différence importante entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et c'est le cas pour plusieurs personnes. C'est ça. Parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face. On est faible. On est faible. Mais c'est pas grave, c'est bien d'être faible. Il faut embrasser sa faiblesse, l'accepter. Voilà. Je ne fais pas l'apologie de, de la négligence. Voilà. Il faut se ressaisir, prendre soin de soi, des autres, travailler sur soi, sortir de sa zone de confort.
mais accepter aussi le fait qu'il y ait des choses qui nous échappent et le fait que nous soyons insignifiants par rapport à l'immensité de l'univers. Si tu regardes notre échelle, nous, qu'est-ce qu'on est? Déjà à l'échelle du pays, on est insignifiant. À l'échelle de la planète Terre, on est insignifiant. Mais alors là, la planète Terre, à l'échelle des galaxies, de la Voie lactée, du cosmos, rien du tout. Un grain de poussière, rien. Donc le problème aussi, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Voilà, c'est rien. Nos réussites, c'est rien. Nos échecs, c'est rien. Voilà. On va dire pareil, rien du tout, mais je veux dire, ça fait effet, mais. C'est rien. Ça veut dire non, moi je trouve qu'il ne faut pas trop dire dramatiser ou faire grandir les choses. À la fin, comme tu as dit, on va tous mourir. Oui, en fait, tu relativises tout. Il ne faut pas les faire grandir. Mais il faut aussi relativiser les réussites, parce que ta réussite, quelque part, tout le monde s'en fiche. Oui. Tout le monde s'en fiche. En Algérie, on dit « Oh, Hasdouni, Hasdouni ». Mais tu sais, l'univers est indifférent à notre existence. Je ne me souviens plus quel philosophe disait cela. Je ne sais pas si c'est Socrate, mais quelque part, notre existence, elle est insignifiante. Que tu réussisses, que tu réussisses pas, on s'en fout. On s'en fout. Que tu sois heureux, que tu sois malheureux. Moi, je dis qu'on a juste un but dans la vie, que Dieu nous a mis, en nous, et à toi de le trouver. Tu vis avec ça, voilà. Ça, c'est subjectif, tu vois. C'est une façon de voir les choses. Et s'il n'y avait pas de but? Oui, c'est pas de but. Mais je veux dire, s'il n'y a pas de but, ça veut dire il n'y aura pas de choses qui commencent aussi. Je sais pas. C'est une très bonne. Mais tu vois, parfois on n'est pas obligé de répondre. On peut juste poser une question et on vous laisse libre cours. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, réfléchir. Commenter. Voilà. Et donner votre avis, parce que ça, c'est un débat sans fin. Ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas, comme je disais, on est là pour apprendre. On n'est pas là pour juger les uns les autres. Voilà. Si tu pouvais parler à ton toi de 10 ans, 20 ans en arrière, oui. que lui dirais-tu? Qu'est-ce que je lui dirais? Donc jeune. Numéro 1, ne fais pas de longues études. Ou fais des études utiles. Des études en lien avec la science, les mathématiques, etc., où il y a de la demande. Parce que, par exemple, travailler dans la cybersécurité, par exemple. Travailler dans la cybersécurité, chirurgie, médecine, etc. Alors on fait des études, d'accord, mais à la fin le retour sur investissement est important. Alors que faire des études, je ne sais pas, se perdre, oui, je vais faire ça, je ne vais pas me fermer les portes. Finalement, c'est là où on se perd réellement. C'est-à-dire, en fait, ouais, tu fais des choses quand tu ne sais pas où tu vas. Voilà, tu fais n'importe où, tu vas nulle part. Ouais. Il faut avoir un plan détaillé, même dans votre vie. Essayez d'avoir un plan avec une feuille de route, un objectif global sur 10, 15 ans ou 5 ans, et puis vous le subdivisez en petits objectifs. Voilà, c'est ça le premier conseil que je donnerais à moi. Arrêtez de perdre du temps, se focaliser sur les 20% des actions qui apportent 80% des résultats. La loi de Pareto, 20% des actions apportent 80% des résultats. 20% des clients apportent 80% du chiffre d'affaires. C'est une tendance qu'on peut observer un peu partout dans la vie. D'accord. Voilà. Et puis, mettre un maximum d'argent de côté. Voilà. Parce que l'argent règle 99% des problèmes. Donc c'est sur Terre. Très important. Okay. Les gens qui vous disent l'argent ne fait pas le bonheur sont des criminels. Donc ça fait le bonheur. Absolument. Ce que je veux dire, oui, ça fait le bonheur, mais si tu es en bonne santé. Mais oui, si pas de santé, tout est lié. Tu sais, quand tu n'as pas d'argent, tu es stressé. Et quand tu es stressé, tu n'es pas en bonne santé. Moi, dans ce truc-là, je ne suis pas d'accord. Moi, je connais des gens, c'est-à-dire ils sont satisfaits de leur vie, ils vivent, c'est-à-dire sereinement. Même ils ne sont pas riches, mais je veux dire, ils arrivent à vivre. Tu connais combien? Mais est-ce que tu as des statistiques? Non, oui, ça c'est l'observation. À l'échelle peut-être 2%. Mais c'est pas représentatif, c'est pas représentatif de la population en règle générale. Oui, voilà. C'est-à-dire, c'est juste des gens que tu connais. Je veux dire, rectifier par rapport à l'argent, ça fait le bonheur. Oui, ça fait le bonheur, c'est vrai. Mais si moi j'ai pas de santé. Ah bah oui. Ça va rien faire l'argent. C'est vrai, c'est vrai. Je préfère ma santé qu'avant l'argent. C'est sûr. Avec ma santé, là, je peux générer de l'argent. C'est clair, c'est clair. Non, mais c'est important d'avoir... Parce que sans santé, ta vie n'a plus aucune saveur. C'est ça, je veux dire. N'a plus aucune saveur. Par contre, le manque d'argent, ça génère des problèmes de santé. Oui. Et tu l'observes dans ton entourage, et tu le sais très bien. Et même moi, je l'observe dans mon entourage.
C'est une catastrophe. C'est vrai. Voilà. Quand tu as de l'argent, tu peux avoir accès à des soins de qualité. Quand tu n'as pas d'argent, tu vas te contenter des petites miettes qui restent. Tu vas prendre un rendez-vous pour aller chez le dermato. Une année. Tu as ci, tu as ça. Tu as le temps de mourir. Voilà. Donc argent égale à bonheur égale à santé. Voilà. Sans être obsédé par l'argent. Ouais, voilà. L'argent, ça. Voilà. Carrément, pour moi, ils adorent de l'argent. Voilà. Non, il faut pas. Ils oublient l'essentiel, ils voient que matériel, que pouvoir. L'argent est le meilleur des esclaves et le pire des serviteurs. Voilà. C'est un bon dicton, ça. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas être soumis à l'argent, il faut que l'argent, vous l'utilisiez pour régler vos problèmes, pour améliorer, pour fluidifier votre vie, tout simplement. Il faut savoir utiliser. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu considères aujourd'hui comme la plus grande réussite de ta réussite à toi? Ma plus grande réussite. Alors, c'est le fait d'avoir perdu 40 kilos en 3 mois. 40 kilos en 40 kilos en 3 mois. Quand j'étais adolescent, j'étais en obésité morbide. Morbide, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais je pesais 120 kilos, j'avais 16 ans, j'étais gros, j'avais du mal à me déplacer, j'étais souvent essoufflé. Et à un moment donné, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, bon, je vais attraper le taureau par les cornes et je vais perdre du poids. Et comment tu as fait aujourd'hui? Mais j'ai pas suivi les conseils de Madame Michu, non. J'ai eu une approche, on va dire, scientifique. Tu faisais comment, par exemple? Tu as fait comment pour... J'ai commencé déjà à revoir toute ma diète, toute mon alimentation, voilà. Et j'ai commencé à quantifier. Un adulte normal doit consommer, en tout cas un homme, ne doit pas consommer plus de 2000 voire 2200 calories par jour. Donc moi j'ai généré un déficit calorique. Je me suis dit, bon, 9000, 1 kg de graisse équivaut à 9000 calories. Okay. Donc si on veut perdre par exemple 1 kg de gras en un mois, il faut perdre au moins 300 calories par jour pendant 30 jours. Parce que 300 x 30 égale à 9000. Moi j'ai fait plus que cela. Je me suis fixé 600 calories en moins par jour. Donc je suis passé de 4000 calories peut-être par jour à 1600. 1600 calories. Plus je faisais du sport, de la corde à sauter pour éliminer le surplus de gaz, et je prenais du thé concentré sans sucre. Du thé que je faisais bouillir, c'est une technique burkinabé qui marche très bien. D'ailleurs le sucre, il dit c'est lui l'aliment le plus nocif. Qui déclenche des cancers. Absolument. Qui joue aussi sur le mental, des pertes de mémoire, des trucs, des gens ils oublient. Et ce serait plus addictif que la cocaïne. Voilà. Et aussi voilà, ça prend du poids, etc. C'est ça. Donc le sucre, il y a un sucre bio, mais c'est mieux de faire comme ça. Par exemple, moi si je bois un verre sans sucre, à côté je mange un gâteau. Ça fait équilibrer, tu vois. Naturellement, il y a beaucoup de sucre dans notre alimentation. La besoin c'est d'avoir un sucre. Si tu supprimes le sucre de ta vie, naturellement, quand tu achètes par exemple un croissant, il y a du sucre. Du pain, il y a du sucre. Moi, le riz, c'est du sucre. Oui, les pâtes. Les gluten, tout ça. Ouais. Voilà. Donc en soi, et j'ai perdu en 3 mois 40 kilos. Voilà. C'était radical, mais ça marche. Et tu sais, même mon appétit s'est réduit. Pourquoi? Parce que l'estomac est un muscle qui se dilate ou qui se rétracte. Ça, ouais. Donc moi, il s'est rétréci et c'est une bonne chose. Donc heureusement, j'ai pris quelques kilos entre temps, mais j'ai jamais explosé. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, pour les gens qui veulent se motiver, apprenez un exemple. Voilà. Je vais bientôt proposer un coaching dans ce domaine. Il ne faut pas se juger ou par confiance, il faut juste faire les causes. Y a-t-il quelque chose que tu referais différemment? Qu'est-ce que je referais différemment? Oui, donc mes études, je changerais de stratégie de A à Z. Oui. Déjà, premièrement. Deuxièmement, je commencerai, on va dire, à voyager plus tôt. J'ai commencé à voyager à l'âge de 20, seul, à partir de 22, 23 ans. Mais si j'avais su, j'aurais fait ça à 18 ans, peut-être. 18 ans, 19 ans, 20 ans, parce qu'on a plus d'énergie, plus la patate quand on est jeune, on est plus inconscient. Donc, mais
j'éprouve de la gratitude, je suis heureux d'avoir fait ce type de choix. Voilà, l'avenir nous dira si j'ai eu une bonne stratégie ou pas. Mais comme je vous dis, la vie est un jeu, la vie n'est pas un examen. Ouais. Donc laissez libre cours à votre imagination et à vos aspirations. Et moi aussi, je ne me pose plus trop de questions. Voilà, j'ai, on va dire, quelques plans. L'instinct, c'est mon corps. C'est possible. C'est ton corps qui te parle. Mais si tu es instinctif, moi je ne suis pas du tout instinctif. C'est-à-dire, demain je croise une personne, même si elle est mal intentionnée, malveillante, ça c'est l'intelligence, c'est émotionnel. Tout le monde n'est pas. Moi je me considère dans le bas de la hiérarchie, en termes d'intelligence, en règle générale. Voilà. Il ne faut pas confondre culture et intelligence. Tu vois, je pense avoir une vision globale des choses, je comprends beaucoup de choses. Je m'intéresse à beaucoup de choses, mais je ne pense pas être très intelligent. C'est une bonne chose. Parce que l'intelligence, il y a un niveau d'intelligence optimal. C'est comme une taille optimale. Au-delà d'une certaine taille, ça va plus te desservir que te servir. Pareil avec l'intelligence. Les gens très intelligents, généralement, sont plus exposés à des problèmes d'insomnie. Tout à fait. Moi, je fais comme ça, je dors. Je réfléchis beaucoup. Voilà, je réfléchis pas. Je fais ça instantanément. Mais tu sais que moi, pour moi, les gens qui vivent mieux, c'est comme ça. Ah bah absolument. C'est-à-dire, ils ne sont pas stress, ils vivent naturellement. Les imbéciles heureux. Voilà, tu en as un devant toi. Les imbéciles heureux. Voilà. Non, mais t'es pas... Je suis... T'es super... Alhamdoulilah. Non. T'es super intelligent. Non. Moi, déjà, tu m'inspires. Moi, j'ai fait des tests de quotient intellectuel. Je suis bas. Ah, franchement. Je te le dis. C'est la vérité. C'est la vérité. Faut pas se casser dessus. On est là pour... Pas se juger comme je disais. Non, mais il n'y a pas de mal. Tu vois, les gens peuvent critiquer s'ils veulent. S'ils veulent me critiquer, qu'ils le fassent. En tout cas, regard sur le monde. Comment tu regardes le monde aujourd'hui par rapport à quand tu as commencé? Quand j'étais plus jeune, ouais. Quand j'étais plus jeune, je pensais que le monde était hétérogène. Je pensais que les pays étaient très différents les uns des autres. C'est-à-dire hétérogène. Alors c'est l'inverse de homogène. Okay. C'est très différent, avec de forts contrastes. Par exemple, dans ma conscience, je pensais que l'Algérie était très différente. Bon, l'Algérie, c'est pas le bon exemple, parce que l'Algérie, c'est vrai que c'est un pays qui est très différent des autres pays. Mais on va dire, je pensais que l'Égypte et la Thaïlande étaient très différents, alors qu'en réalité, on retrouve tout le temps les mêmes magasins. La culture américaine, elle est omniprésente un peu partout dans le monde. La culture du jean. Anglo-saxon, c'est-à-dire des colonisations anglaises. Non, mais indépendamment de cela, la mondialisation fait que les échanges entre les pays, ils ont beaucoup augmenté ces dernières années, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Donc, le monde il s'uniformise, les gens se ressemblent de plus en plus, ils se mettent tous en jean, ils vont tous prendre leur café au Starbucks ou je sais pas. Ils suivent la tendance. Ouais. Après aussi il y a comment dire tout ce qui est véhiculé à travers l'industrie cinématographique, Hollywood et compagnie. En fait, tout est influençable. Voilà, c'est ça, les gens sont influencés et on est tous influencés, qu'on le veuille ou pas, mais à des degrés différents. Et là j'ai réalisé avec le temps que non, que finalement il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. C'est très difficile de trouver un pays exotique. Il y a quelques pays exotiques. Hein. Je trouve que le Laos est un pays exotique. Le Cambodge aussi. Cambodge, Laos. Tu as voyagé dans combien de pays par exemple? J'ai arrêté de compter, mais une quarantaine peut-être. Bravo. Une quarantaine. Après voyager, ça ne veut rien dire. Hein. Mais j'ai vu une personne la dernière fois, elle m'a dit tu sais, je suis allé à. J'ai fait 3 pays en 10 jours. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Bangkok, Phnom Penh, Ho Chi Minh City, c'est-à-dire il a fait la capitale de la Thaïlande, ensuite il a fait la capitale du Cambodge, et puis il a fait Ho Chi Minh City. Ce n'est pas la capitale du Vietnam, c'est Hanoï, mais elles sont proches, on va dire. En fait, tu sais, j'ai fait 3 pays. Je lui ai dit Bangkok, ce n'est pas la Thaïlande. Phnom Penh, ce n'est pas le Cambodge. Tu connais pas le... Bien sûr. Et puis, Ho Chi Minh City, ce n'est pas le Vietnam. Le Vietnam, c'est pas possible. C'est comme si tu allais à la Tour Eiffel et tu disais, c'est bon, Paris fait. Et il y a des gens, je les vois, ils mettent sur leur profil, Instagram et compagnie, ils mettent tous les pays, tout ça. Voilà, tous les drapeaux des pays qu'ils ont soi-disant visités, mais c'est juste une histoire d'ego. Mais en soi, non, ils n'ont pas vraiment visité ces pays-là. Pour vraiment visiter le pays, il faut rester au moins 3-4 mois sur place, il faut parler avec des locaux, il faut dormir avec eux, manger avec eux, prier avec eux. Oui, prier avec eux, vraiment, sans jugement, sans rien.
pour essayer de comprendre un petit peu le sous-bassement, on va dire, idéologique et même leur façon de fonctionner, mais même comme ça, c'est très... Si tu vas dans des pays, le contrat c'est très fort. Hein. Je peux prendre l'exemple déjà en France, le contrat c'est très fort. Hein. On prend un ch'ti, on prend un gascon, on prend un occitan, c'est très différent. Les langues sont différentes, les mentalités, physiquement les gens sont différents, la gastronomie est différente, les mœurs aussi. Donc voilà. Okay. Quel message en valeur aimerais-tu transmettre à ceux qui nous écoutent, par exemple? Quel type de message veux-tu que je transmette? Ouais. C'est-à-dire quelle valeur tu veux? Oui, ça, c'est-à-dire un message de valeur, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, que dirais-tu, par exemple, un conseil, je veux dire. Un conseil qui va dans la vie, que je veux dire. Déjà, apprenez l'anglais. Raisonnez pas à l'échelle de votre quartier, de votre ville ou de votre pays. Il faut sortir, c'est-à-dire des sentiers battus. Sortir des sentiers battus. Et puis avoir avoir une vision globale, parce que le monde il est en train d'évoluer à vitesse grand V. Il y a des pays qui sont en train de détrôner les pays occidentaux établis. La France, par exemple, malheureusement, elle est en train d'être déclassée à tous les niveaux. Ouais, c'est une vraie catastrophe. C'est dommage, ouais. Il y a des pays qui sont en train de... qui ont des croissances, voilà, à 2 chiffres. On peut prendre l'Inde, l'Indonésie. Les pays d'Asie en général, c'est des bons pays. Les pays d'Asie du Sud-Est, ils sont en train vraiment de tout exploser. Et peut-être que votre part du gâteau, elle sera là-bas. Voilà. Et des Français qui ont pris des virages à 180 degrés, ils étaient très très bien. Par exemple, moi je suis attiré beaucoup par l'Asie. Voilà. Franchement, mais pour y aller, il faut avoir des revenus. Des revenus en ligne, idéalement. Et ces revenus en ligne, tu ne peux les avoir que si tu te bouges. Si tu ne te bouges pas, c'est pas YouTube qui va venir taper à ta porte, toc 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 toc, tiens, je te fais un petit virement de... Pas forcément YouTube, c'est par exemple, tu as un business voilà. de ça, c'est... Tu peux ouvrir une boulangerie au Vietnam, tu peux ouvrir... Moi j'ai croisé au Cambodge un Turc qui avait ouvert un kebab à Siem Reap. D'accord. Franchement, il faisait ses kebabs, il les vendait 3 $ en plus. 3 $ c'est cher. Il avait plein d'employés cambodgiens qui payaient, je pense, 80 $ le mois. Et honnêtement, ça marchait du feu de Dieu. Quand tu observes le flux, le nombre de personnes qui passaient, tu pouvais calculer rapidement. Et c'était super intéressant. J'ai croisé un Pakistanais qui proposait des spécialités cambodgiennes. Parce que la dame qui cuisinait était cambodgienne, lui il avait juste le resto et ça marchait très très bien. Il proposait des plats halal. Et les plats halal, ils sont répandus mais moins que les autres. Donc il a changé, il ne faut pas réinventer la roue, parfois il faut juste dupliquer des business qui fonctionnent déjà très bien. C'est ça. Et honnêtement, c'est bien quoi. Parfait, ça marche parfaitement bien. Parfait. Donc voilà. Bien. Si par exemple tu as une personne qui t'inspire aujourd'hui, si c'est oui, pourquoi? Quelle personne m'inspire aujourd'hui? Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui m'inspire. Alors, en fait, il n'y a pas une personne particulière qui m'inspire. Il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. Bah, ça peut être des youtubeurs. Tu peux les citer. Tu vois, des youtubeurs. Pas besoin de. Des youtubeurs intéressants qui ont eu des vies intéressantes. Tammy Kabash, par exemple, c'est un excellent youtubeur qui m'a, qui m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, qui m'a appris beaucoup de choses dans le domaine de la finance, des choses qu'on n'a pas du tout appris à la fac, hein, par exemple. Des gens qui ont des vies très simples. Hein, alors j'ai pas en tête je peux pas citer tous les youtubeurs, mais il y a des youtubeurs. Moi, je pense que les youtubeurs les plus authentiques, les plus simples, sont ceux qui m'ont le plus inspiré. Ceux qui font par exemple le Tour de France en autostop. Ou à pied, tout ça. Ouais. Je les trouve très inspirants. Ou à pied, ou ceux qui vivent en forêt. Il y en a plein. Il y a Ernesto 2.0, il y a Tony et ses pensées. Lui, il a fait le Tour de France en autostop. Pas d'argent, rien du tout. Et il y en a un, vivre simplement. Il fait les poubelles. Clairement, ouais. Et il mange, et il trouve de la bonne nourriture, etc. Et en soi, eux, ils sont vraiment, c'est des vrais écologistes.
Et c'est inspirant. La survie déjà, voilà. par exemple, il y a une guerre, ils survivent maintenant. Voilà, c'est ça. Ils apprennent à vivre. La seule différence avec les autres, c'est le courage. Courage, ouais. Et honnêtement, ils sont très courageux. Et moi, c'est des choses qui m'inspirent énormément. Voilà. Les gens qui ont des modes de vie simples, sobres, ceux qui mettent l'accent sur les expériences de vie plutôt que sur le matériel. Par exemple, Akram Junior, même si j'aime les voitures, j'aime pas trop, c'est pas ma tasse de thé. GMK, compagnie, ils s'affichent avec de gros bolides, ils accélèrent. Je trouve que c'est déconnecté de mes réalités, de mes aspirations à moi. Okay, après ça peut permettre, oui, ça peut convenir à certaines personnes. Voilà. D'accord. En présence de, présent et avenir, t'en es où actuellement? Actuellement, je suis dans une phase d'introspection approfondie. Déjà, je veux créer un business en ligne, essayer d'y vivre, de vivre avec ce type de business. Je sais pas vraiment dans quel domaine. Je vais essayer de créer plusieurs chaînes YouTube. Développer le business en ligne. Voilà, développer plusieurs business en ligne et essayer de vivre de cela. Et puis à terme, m'expatrier peut-être. À l'étranger? Ouais, immigrer, aller bien sûr à l'étranger. Même si j'aime beaucoup la France, voilà, peut-être avoir un pied ici en France, un pied en Algérie et un pied, on va dire, un peu partout dans le monde. Peut-être passer 4 mois en France, 4 mois en Algérie, par exemple. Ouais, c'est un exemple. Mais je pense que je suis naturellement nomade dans l'âme. Esprit nomade, ouais. Voilà, je ne peux pas rester dans un seul endroit. Je trouve ça chiant. C'est vraiment dommage et triste, c'est un véritable gâchis. Mais tu sais que moi, je suis comme ça aussi. Moi, j'ai l'esprit nomade aussi. J'aime bien bouger. Nos ancêtres étaient nomades. Nos ancêtres sont nomades. L'espèce humaine. Tu sais, même au niveau de l'environnement, l'énergie aussi. C'est ça. Ça change beaucoup. Par exemple, passer, on va dire, l'automne, le printemps et l'été en France, c'est excellent. Et une partie de l'automne. Ouais. Par contre, passer l'hiver ici, c'est pas ouf. Ouais, c'est vrai. Et si tu pars par exemple en Asie du Sud-Est, durant l'hiver ici, quand il fait pas beau ici, c'est excellent, tu as un très très bon climat. Alors que si tu vas en été ou au printemps ici, bah, il va faire humide, il va pleuvoir énormément. Donc le but c'est vraiment d'optimiser ton planning en tenant compte de la météo, en tenant compte du coût de la vie, en tenant compte de beaucoup de paramètres, des connexions, des gens que tu vas rencontrer, des infrastructures. Et il n'y a pas de bonne réponse, tout dépend de ce que tu aimes, ce que vous aimez. Voilà. D'accord. Quels sont tes projets ou tes rêves pour les années à venir, par exemple? Consolider ce que j'ai fait déjà, essayer de voyager un peu plus. J'aimerais bien visiter les pays en Amérique latine, notamment le Pérou, le Chili, la Colombie, voilà. D'excellents pays. Mais ça requiert un certain budget. Le coût de la vie est plus élevé là-bas qu'on va dire qu'en Asie du Sud-Est. Les billets d'avion aussi. Ben, moi, il y a un pays, j'ai vu, moi je suis quelqu'un aussi, il vit là-bas en plus. Il vit, je crois, en Pérou. Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Yassine, comme ça, genre. C'est un Algérien, il est parti directement là-bas. En fait, il a fait l'Europe, ensuite il est parti vivre là-bas. En fait, il a fait une rencontre, du coup, c'est avec une péruvienne. Ok. Et là où il y a les Incas. Les Incas, je pense. Je crois que c'est au Pérou. Du coup. Le Machu Picchu. Voilà. Et ben, du coup, le gars, il nous montre des fois, tu vois, le coût de la vie, etc. C'est moins cher. Ok. En plus, il y a des en dehors des zones touristiques. Excellents produits là-bas pour vivre. Vraiment, c'est. Bien sûr, c'est. C'est sûr. C'est-à-dire, on vit tous dans des bulles. Et chacun, il a une taille différente. Moi, le monde, tu le connais en voyageant. C'est ça. Tu voyages pas, tu sors pas. C'est comme par exemple, là, on est là. Tu es dans une petite bulle. Si on sort pas d'ici, on va. C'est ça. Là, comme il est. Et plus tu voyages, plus ta bulle, elle grandit. Et tu vois le monde différemment. Même par rapport aux gens, tu vas dire, pas juger n'importe comment les gens, par rapport à la culture. Comme par exemple, souvent nous, on est poudré par les chaînes médias, la télé.
Mais si on a toujours à passer que des messages, Négatif. il faut les auto-jugements. C'est ça. Alors Ouais. non, il faut d'abord aller voir la personne. Ouais. Bien sûr. Donc voilà, pour ça. Ce n'est pas en regardant BFM, VC ou CNews que vous allez apprendre davantage sur la culture d'autrui. Tout à fait, exactement ça. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? On va dire tous les jours. On va dire. Qu'est-ce qui me motive? Ouais. Franchement, pas grand-chose. Pas grand- C'est oui, plus grand-chose. De jour en jour. Et... Je vis au jour le jour. J'ai pas vraiment d'objectif. On va dire peut-être faire en sorte que mes proches n'aient besoin de rien, à moindre mesure. Essayer d'être utile à mon entourage proche. Mais je me concentre sur moi-même et je vis la vie sans me poser de questions. Voilà. Et la vie que t'aimes toi. La vie que j'aime, oui, en tenant compte des contraintes, parce que Tu vis pour toi-même, pas pour les autres. Il y a des j'essaye. gens- Il y a des gens, c'est difficile. Hein. Il y a des gens qui sont, on va dire, ils vivent par, on va dire, que pour les autres. En fonction du regard des autres. Voilà. À peur de ton jugement, etc. On est tous, on vit tous comme ça, à des degrés différents. Oui. On est tous conditionnés Alors que non. à être conformistes. Normalement, on ne devrait pas être comme ça. En fait. En tout cas, on a évolué de telle sorte à accepter cela. Parce que si tu sors du groupe, Voilà, tu meurs. Voilà. Voilà. Donc on est naturellement prédisposé à être conformiste, à faire en fonction des autres et compagnie. C'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste c'est bien d'en être conscient Ouais, c'est ça. et puis de faire en sorte de s'affranchir petit à petit. D'accord. Enfin, une dernière question, là on arrive à la fin. Si tu devrais résumer ton parcours en une seule phrase, ce serait quoi? En tant qu'El Vagabond. En tant que vagabond. Alors, je n'ai rien demandé pour être là, sur Terre. Ouais. Je suis là, je fais avec ce que j'ai et je laisse la vie couler comme elle doit couler, tout simplement. Tu vis avec le lâche prise. Voilà, je vais lâcher prise. J'essaie comment dire, de ne pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Je peux faire des erreurs, je fais des erreurs. On fait tous des erreurs. Et plus j'avance dans l'âge, plus je fais preuve d'humilité, et plus je réalise que je ne comprends rien et que le monde est, comment dire, à la fois simple et complexe. D'accord. Voilà. Et j'aime beaucoup la citation de Léonard de Vinci qui disait « La simplicité est la sophistication suprême ». Et aujourd'hui, je pense que c'est très important de rester le plus simple possible, de faire les choses de la manière la plus simple, d'aller droit au but et de se connecter un peu plus aux personnes et de laisser tomber, on va dire, tous les concepts nébuleux, etc., qui vous déconnectent de votre propre réalité. Voilà. Le bonheur n'est pas très loin. Le bonheur, c'est vraiment faire un sourire authentique à votre entourage. C'est aider une personne vulnérable dans votre propre famille. Exactement. Au lieu d'aller donner de l'argent à des associations qui vont détourner votre argent, bah, donnez-le à quelqu'un de votre famille. Vrai ou pas? Tout à fait. Ouais. C'est aider votre voisin. C'est saluer votre voisin. Et puis tu fais Voilà. même pas pour le dire la pub. Comme moi, des fois, je vois certains influenceurs et je sais pas si tu as vu, des fois, ils vont donner quelque chose à un pauvre. Après, ils se filment. Donc ça, c'est la pub pour moi. C'est pas sincère. En fait, tu dis que c'est égoïste, mais c'est pas altruiste. Ils le font pas pour les autres. Voilà. Ils font. Mais l'altruisme n'existe pas. Sincère. Je pense pas que l'altruisme n'existe pas. En fait, quand tu fais quelque chose, c'est pas pour les autres, mais c'est toujours pour toi. Pour toi, voilà. Ça. Pourquoi tu le fais pour toi? nourrir ton âme, c'est ça. C'est soit pour entrer au paradis, si tu es croyant, Oui. si tu crois en l'au-delà, soit tu le fais pour obtenir la sympathie des autres, Oui, non, Voilà. je veux dire, oui. si on va dire troisième cas de figure, tu es athée, tu crois pas en l'au-delà, tu crois pas au jugement dernier, et tu fais une action caritative de manière anonyme, sans que les autres le sachent. Ben, tu le fais pour toi aussi, tu le fais pour booster ton amour propre, C'est-à-dire pour nourrir pour ton booster âme, je dirais pas ça. ton ego tout simplement. Voilà. Donc
tout ce qu'on fait pour les autres, on le fait pour soi-même. Voilà. En tout cas, merci pour cette interview. En tout cas, merci à toi d'être venu. J'espère que vous avez apprécié ce moment-là, cette interview. Excellent, vraiment. On a de quoi apprendre avec El Vagabond. Et je vous conseille aussi d'aller sur sa chaîne pour le soutenir et voir ses contenus. C'est vraiment intéressant. Moi, je suis déjà abonné chez lui. Donc, n'hésitez pas à donner la force. Et je vous dis, prenez soin de vous. Et n'oublie pas, transforme ta vie. Ciao. Ciao.